Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h19, avec un micro c'est toujours mieux, et on est avec le gouverneur de la Banque de France, François Gallo, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Et Laure Closier. Merci beaucoup de nous faire le plaisir d'être avec nous, parce qu'on est inquiet ce matin. On est un peu inquiet depuis quelques jours avec Laure, quand on voit les différents chiffres s'accumuler, et encore plus depuis 24 heures. Il y a eu les chiffres sur les services en France, les PMI. Là, ce matin, les chiffres des commandes à l'industrie allemande qui sont beaucoup plus dégradés qu'anticipés par les prévisionnistes. Certains disent que l'Europe pourrait tomber en récession au second semestre de cette année. Il faut arrêter de monter les taux, monsieur le gouverneur. Alors, d'abord la photo sur l'activité. Il y a incontestablement un ralentissement. Il n'est pas nouveau d'il y a quelques jours, il a lieu depuis plusieurs trimestres. Mais nous ne voyons pas clairement en France de risque de récession. Ça, je veux le dire très clairement ce matin. Nous ne voyons même pas de signe de retournement généralisé de l'activité. Peut-être une petite parenthèse technique sur comment nous mesurons ça. Il y a une enquête mensuelle de conjoncture de la Banque de France, nous publierons la prochaine d'ailleurs mardi prochain, le 12 septembre, et qui s'est avérée à l'usage, je crois, être le thermomètre le plus fiable. On interroge plus de 8000 entreprises. Les indices qu'on appelle PMI, là, qui ont été publiés hier, sont peut-être pour la France un peu moins fiables. Donc je relativise un peu des indications trop pessimistes en la matière. À court terme, nous allons d'ailleurs même remonter un peu notre prévision de croissance sur la France pour 2023. Vous étiez à 0,7 ? Pourquoi ? Vous étiez à 0,7 ? Nous étions à 0,7. Pourquoi ? Et c'est une explication qui est derrière nous, c'est qu'on a eu une bonne surprise sur le deuxième trimestre. Plus 0,5 alors qu'on attendait nettement moins. Vous allez faire quoi ? Mais c'est une croissance, ralentie. Vous serez à 1% comme le gouvernement ? Je ne vais pas vous dire le chiffre encore, on est en train de travailler dessus, on va la remonter un peu. C'est incontestablement une croissance ralentie, mais j'y insiste, ça n'est pas une récession. Vous avez l'impression qu'il y a quand même des fondamentaux sur l'économie française qui résistent. On était avec le patron de l'INSEE la semaine dernière qui disait sur le deuxième trimestre, on est plutôt sur un phénomène technique avec un rattrapage, un gros bateau qui sort. Je crois, vous avez raison. Sur le deuxième trimestre, le plus 0,5 n'est pas représentatif d'une tendance. C'est une croissance faiblement positive, la tendance. Je note quand même que quand on compare aux autres économies européennes, l'économie française résiste plutôt mieux. Ça, je crois que c'est une bonne nouvelle en relatif. Un mot sur la zone euro dans son ensemble. Là aussi, nous ne voyons pas de récession aujourd'hui. Il y a certaines économies qui souffrent plus, comme l'économie allemande. Pourquoi ? Parce qu'elle est très exposée aux exportations, notamment vers la Chine, et la Chine a ralenti, qu'elle était plus dépendante du gaz russe. Mais la France et la zone euro, c'est l'image d'une croissance faiblement positive. Croissance ralentie. Alors on va poser la question autrement. Vous dites, bon, pas de récession. Parce que nous, on voulait vous encourager à pas augmenter les taux. Bon, ça marche pas. On va prendre... Ah mais on va parler, si vous voulez, des taux d'intérêt et du souci numéro un des Français, qui est l'inflation. Alors on va vous poser la question d'une autre manière. Est-ce que l'économie européenne a suffisamment ralenti aujourd'hui pour que vos anticipations d'inflation se réduisent? Alors, notre boussole en la matière, c'est l'inflation. Donc je crois qu'il faut qu'on regarde où on en est là-dessus. Dans notre bataille contre l'inflation, nous avons enregistré des premiers succès, je vais en dire un mot, mais la première de toutes les vertus aujourd'hui, c'est la persévérance. Nous ne sommes évidemment pas à la ligne d'arrivée. Nous devons, et nous allons, je le redis ce matin, ramener l'inflation vers 2% d'ici 2025. Alors, où est-ce qu'on en est dans cette bataille ? Et sous l'effet, c'est vrai, de la remontée des taux, il y a eu d'autres effets comme l'évolution des prix de l'énergie, mais la remontée des taux joue un rôle dans ces premiers succès. Nous avons passé le pic de l'inflation totale depuis le début de l'année, en zone euro comme en France. Alors on s'est posé beaucoup de questions à propos des chiffres du mois d'août, parce qu'il y a une remontée apparente de l'inflation en France. Elle s'explique par les variations du prix du pétrole et, en France, par la correction sur le prix de l'électricité au 1er août. C'était une décision difficile, je le dis au passage, je crois qu'elle était nécessaire. Il fallait sortir de ces mesures de subvention. L'inflation totale en zone euro était stable au mois d'août après 3 mois de baisse. Alors, sur les variations du prix du pétrole, dont on parle aussi beaucoup ces derniers jours, elles affectent le rythme mensuel, nous les suivons avec attention, mais elles ne remettent pas en cause la tendance à la désinflation sous-jacente. Et on est très loin du choc généralisé sur les matières premières qu'on avait connu, souvenez-vous, d'abord fin 2021 et puis ensuite avec l'invasion de l'Ukraine début 2022. Alors il y a un autre succès, puisque je parle de désinflation sous-jacente, et je crois qu'il est encore plus important pour la politique monétaire. C'est que non seulement nous avons passé le pic de l'inflation totale, mais depuis le printemps dernier, avril pour la France,
nous avons passé le pic de ce que nous appelons l'inflation sous-jacente. C'est quoi l'inflation sous-jacente? C'est hors énergie et alimentation. Et ça, c'est très important parce que c'est ça sur lequel la politique monétaire est efficace. C'est ça dont la politique monétaire est responsable. Alors, l'inflation sous-jacente, elle est tombée à 4% en France à peu près, et à 5,3 en zone euro, alors qu'elle était supérieure les mois précédents. Ce qui veut dire que ça fonctionne, que la politique des hauts taux est en train de se diffuser dans l'économie. Quand vous regardez la situation économique aux États-Unis, qui elle ralentit moins, on a des signaux qui sont un peu plus positifs. Est-ce que vous avez l'impression que finalement, la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, même si les hausses de taux sont parties plus tard, s'infuse plus vite dans l'économie? Alors, il y a tendance générale qui n'est pas radicalement différente entre les États-Unis et l'Europe, mais quand vous regardez dans le détail, la nature de l'inflation et ses causes n'étaient pas exactement le même. La réponse de politique monétaire doit du coup être un peu différente. Je note que, j'ajoute une différence à ce que vous disiez, c'est que les taux aux États-Unis sont nettement supérieurs à ce qu'ils sont en Europe. Certains trouvent que les taux sont trop élevés en Europe. Je rappelle qu'aux États-Unis, c'est 5,5. En Europe, nos taux à nous, c'est 3,75. Alors peut-être un mot sur nos taux, parce que nous avons une réunion importante du Conseil des gouverneurs la semaine prochaine. Je ne vais pas dire aujourd'hui ce que nous allons décider jeudi 14 septembre. D'ailleurs, je ne le sais pas, parce que nos options sont ouvertes à ce Conseil comme au Conseil suivant. Mais je vais dire une conviction. Je crois que nous sommes proches ou très proches du point haut des taux d'intérêt. Est-ce qu'on pourrait être au point haut déjà, selon vous? J'ai dit proche ou très proche. Ça, c'est la discussion de la semaine prochaine. Et j'y insiste, nos options sont ouvertes non seulement à ce Conseil, mais au Conseil suivant. Mais quand je dis que nous sommes très proches du point haut des taux d'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, maintenir les taux suffisamment longtemps compte plus que les augmenter encore significativement. Oui, pour le dire autrement, la course de fond compte plus que l'altitude, parce qu'il y a un délai d'action, d'efficacité de la politique monétaire. Il faut que ça soit stable, notamment pour le marché de l'immobilier qui a besoin de se structurer autour d'un taux qui ne cesse pas de monter, parce que là, la hausse a été brutale. On a des indicateurs en France qui sont inquiétants. Ça pourrait jouer, vous regardez beaucoup les datas de chaque pays, dans la décision de hausse des taux. Alors, nos décisions de hausse des taux, elles sont prises au vu de l'objectif inflation vers 2% en 2025. Mais vous avez raison, l'immobilier, c'est une préoccupation très importante des Français que nous suivons avec attention. Alors, nous avons publié les derniers chiffres lundi et ils montrent effectivement un net ralentissement. La moitié moins de production, 10 milliards de production. Voilà, on est à 10 milliards de production, c'est beaucoup moins, vous avez raison, qu'au pic de 2021 ou début 2022. Alors, il faut un peu relativiser, ce pic était lui-même exceptionnel, parce que souvenez-vous, on avait des taux exceptionnellement bas, comme on n'en avait jamais vu, à un peu plus de 1%, et comme on n'en reverra pas avant un bon moment. L'autre bémol qu'on peut mettre, mais je prends au sérieux ce ralentissement, l'autre bémol qu'on peut mettre, c'est que si on compare la France aux autres pays européens qui ont la même politique monétaire, le ralentissement est nettement moindre en France. Aujourd'hui, si je regarde les mêmes crédits nouveaux, ils sont 20% moindres en Allemagne, alors que c'est un pays et une économie plus importante, et ils sont 3 à 4 fois moindres en Espagne et en Italie. Au passage, d'ailleurs, les taux du crédit immobilier sont nettement plus élevés dans ces autres pays qu'en France. Je crois que ça explique une résistance relative de la production en France. Néanmoins, on le sent, vous êtes inquiet. Alors, je ne suis pas inquiet, je suis vigilant, et je crois que c'est mon rôle. Et je crois qu'il est souhaitable maintenant que la production de crédit immobilier se stabilise et ensuite reparte progressivement. Alors, il y a 2 leviers pour ça. Les taux Non, le premier levier, et je crois qu'il faut simplement qu'on analyse complètement le phénomène. Le premier levier, le plus important, c'est la demande des ménages. Il y a beaucoup de ménages aujourd'hui qui attendent dans leur projet immobilier. Pourquoi ? Parce qu'ils attendent que les prix décélèrent. Les prix de l'immobilier avaient énormément augmenté pendant la phase des taux d'intérêt bas. Je ne sais pas si on se rappelle le chiffre. En moyenne, les prix de l'immobilier ont augmenté de 33% depuis 2015. Là aussi, on avait rarement vu ça. Donc, il est logique, il est prévisible que les prix de l'immobilier vont se stabiliser et même baisser dans nombre de villes. Et ça va nourrir, réaccélérer la demande des ménages. Ça, c'est le premier levier. Le second levier, c'est du côté de l'offre de crédit des banques. Alors là, nous avons, avec Bruno Le Maire, pris vraiment toutes les mesures pour que cette offre reste forte.
Il y a, je ne veux pas rentrer dans le détail Vous avez technique, assoupli. mais la mensualisation du relèvement du taux de l'usure, on en avait parlé ici. Il y a l'assouplissement technique de certaines des règles qu'on a appelées les règles HCSF, mais sans prendre le risque de surendetter les emprunteurs. Et puis une mesure récente du mois de juillet, c'est la stabilisation du taux du livret A, qui est une ressource importante du crédit immobilier. Donc si je devais résumer sur le crédit immobilier, il est normal que son coût soit aujourd'hui plus cher qu'il y a 2 ans. On est revenu en gros au niveau de taux d'intérêt d'avant 2015. Il est normal que son coût soit plus cher, mais son accès ne doit pas être plus rare qu'auparavant. Nous avons pris les mesures pour ça. C'est un petit appel aux banques que vous faites ce matin. Ça, c'est votre commentaire. En tout cas, je crois que nous avons fait ce qu'il faut pour que l'offre de crédit des banques reste à disposition. Vous avez oublié un troisième levier. Allez-y. Les taux d'intérêt. Il ne faut pas que les taux d'intérêt montent trop. Non, mais j'ai parlé du coût. Oui, mais Christophe Jacobizine, là, il faut être cohérent. Nous souhaitons tous, et les Français les premiers, qu'on vainque l'inflation rapidement. La meilleure façon, toujours et partout, de vaincre l'inflation, c'est d'avoir des taux d'intérêt qui sont plus élevés. Parce que si nous n'agissons pas aujourd'hui, l'inflation, elle va continuer à prospérer. Ensuite, il faudra un remède de cheval. Je me permets de rappeler les années 70. On avait à l'époque une inflation qui était à 2 chiffres, plus de 10%, et pas à 5%. Et ça s'est terminé avec des taux d'intérêt qui étaient beaucoup plus élevés, plus de 20% aux États-Unis. C'est ça que nous allons éviter cette fois-ci, en ayant traité la maladie à temps. Retour de l'inflation vers 2% d'ici 2025. Merci beaucoup. Le grand entretien, c'est à réécouter en replay et en podcast.